Cette semaine, dans la rubrique Au microscope, nous avons invité Stéphane, dont le pseudo est assez créatif, on va dire, le fou allié, mais allié avec A, 2 L, I, E, accent aigu. Bon, bref, vous avez compris le jeu de mots. Le fou allié, qui est un vidéaste, un youtubeur, qui fait entre autres des zappings et s'est fait censurer de manière assez particulière après des contenus, c'est quasiment une enquête vidéo, mettant en lumière des comportements problématiques de l'animateur Arthur. Stéphane, est-ce que j'ai bien résumé ? C'est parfait, c'est exactement ça. Merci Théophile, merci Mourad pour votre invitation. Voilà, je suis ravi, ça fait très longtemps que je regarde le Média TV. Et me voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Arthur ? Pourquoi te poursuit-il de sa vindicte en instrumentalisant les outils de modération et des outils algorithmiques de YouTube ? Je fais la genèse. En quelques mots, il y a une influenceuse sur Instagram qui a regardé un petit peu par hasard quelques émissions d'Apprendre ou à laisser. Donc c'est une émission qui a été diffusée pour la première fois entre 2004 et 2006. Et elle a récupéré quelques extraits qu'elle a montés. Une émission animée par Arthur. Une émission animée par Arthur au départ, absolument. Et elle a partagé ces extraits sur les réseaux sociaux. Ces extraits ont été ensuite repris par quelques-uns de vos confrères, en particulier les comptes de news comme Serfia. Et ces comptes-là ont été suspendus pour utilisation d'images qu'Arthur avait réclamées comme étant sa propriété. Et ensuite, j'ai deux camarades avec qui je travaille sur les réseaux sociaux qui s'appellent Paduring et Dr Zoé, qui ont fait une vidéo pour réagir un petit peu justement à ces extraits. Et cette vidéo a été censurée, c'est-à-dire qu'elle a été déplatformée par YouTube. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être un sujet en fait. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une chaîne YouTube qui avait partagé quand même plus de 350 émissions. J'ai décidé d'en regarder une ou deux pour me faire mon opinion. Et j'ai vu effectivement beaucoup de choses assez discutables dans ces émissions. Et à force de visionnage, je me suis dit qu'effectivement, il y avait un sujet derrière et que ça pouvait valoir la peine de prendre du temps, de regarder quelques émissions, donc j'en ai regardé 103 pour préparer ce petit reportage sur Arthur. Et donc, pour répondre à ta question, cette vidéo est restée en ligne pendant 4 jours et demi. Elle a été ensuite déplatformée par YouTube. Censurée. Voilà, on peut dire censurée, je pense. Je ne peux pas affirmer à 100% que c'est la maison de production de l'époque Endemol qui a envoyé cette réclamation, mais sur les captures d'écran que j'ai envoyées à Mourad, il est quand même précisé effectivement que je ne peux pas utiliser ces images puisqu'elles appartiennent à la société Endemol. Et donc voilà, cette vidéo malheureusement est déplatformée. Elle avait été vue 45 000 fois. Et elle continuait du coup son petit bonhomme de chemin. Et je trouve ça assez dommage parce que j'essayais dans cette vidéo de produire un discours qui n'était pas du tout un discours ad personam. Ce qui m'intéresse sur la chaîne Le Fou Allié, ce n'est pas tant le fait divers autour des questions du sexisme, puisque je parle surtout de questions de sexisme et de progressisme, c'est de parler des systèmes de domination, des rapports de pouvoir. Et je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la télévision entre 2004 et 2006. Pour les personnes qui seraient un petit peu plus jeunes que moi, en 2004 et 2006, Internet n'est pas du tout dans nos maisons. La télévision est totalement hégémonique. C'est une émission qui fait 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. Et donc, ce qui se passe à la télévision à ce moment-là raconte aussi quelque chose de notre époque. Et c'est ça que j'ai essayé de raconter. J'ai essayé de raconter comment, sur un plateau télévisé, on pouvait être amené à accepter, quand on était un candidat ou une candidate, des choses qu'on n'accepterait pas dans la vie de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Je ne toucherai pas les fesses d'un animateur dans la rue, bien évidemment. Mais peut-être qu'il y a un contexte, une circonstance sur un plateau de télévision dans lequel je vais participer de façon plus ou moins consentie, où on m'explique que l'ambiance est plutôt détendue, que les allusions sexuelles sont répétées. Peut-être que dans ces circonstances-là, je peux être amené à faire ce geste. Et c'est ça que j'ai essayé de discuter dans cette vidéo. C'était pas du tout pour pointer du doigt Arthur. En ce qui concerne malheureusement l'actualité autour des faits d'agression sexuelle, etc., il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, Arthur n'était pas du tout dans mon viseur pour ces raisons-là. Je n'accuse absolument pas Arthur de quoi que ce soit d'agression sexuelle. Quelque chose de systémique. Exactement. Je voulais raconter les rapports de pouvoir que la télévision pouvait induire, qui sont différents de ceux que je raconte dans d'autres circonstances. Oui. Et ça, il ne supporte pas. Alors, Mourad, quelque chose... Enfin, il y a beaucoup de choses qui t'ont marqué, qui t'ont interpellé. C'est pour cela que tu as voulu qu'on invite Stéphane. Oui, bien sûr. Alors, je précise... bonsoir et merci d'avoir répondu, Stéphane, à notre invitation. D'abord, on ne se connaît pas, je le précise. Hein, c'est vraiment par les réseaux sociaux, il y a quelques jours que je t'ai contacté parce que je trouvais que cette histoire était symptomatique d'une époque, parce que tu parles effectivement des années 2000, enfin du début des années 2000, et qu'on a tourné une page avec notamment le MeToo, avec les VSS, les violences sexistes et sexuelles, qui sont
un véritable combat, et que aujourd'hui peut-être des gens qui ont pratiqué ce genre de choses le regrettent aujourd'hui et n'ont pas envie de voir leur image détériorée. Et alors je rappelle quand même, puisque tu as parlé d'Endemol tout à l'heure, je rappelle le lien entre, je te laisse rappeler le lien entre Arthur et Endemol, parce que c'est quand même important. C'était la société de production d'Arthur, donc aujourd'hui il a d'autres sociétés de production. Je ne sais pas si Endemol existe encore ou si elle produit encore des émissions, mais oui, à l'époque... Endemol existe encore, bon, mais c'est toujours, c'est un peu comme dans la production audiovisuelle, c'est un peu comme dans la musique, c'est-à-dire il y a comme des majors, des grosses fêtières, et puis il y a des petites boîtes de prod, et les grosses boîtes ont des parts dans les petites. C'est assez compliqué, tout cet environnement, mais bon, oui, il y a toujours dans les phénomènes, des mécanismes de rachat et de revente, en tout cas Endemol. En tout cas d'influence de la part d'Arthur sur Endemol. Et là, tu as reçu une alerte disant que, effectivement, je confirme, que c'est bien la propriété d'Endemol, ces fameuses images, alors que ces images quand même ont été diffusées de manière gratuite. Il ne faut pas payer pour les regarder. À l'époque, en 2004-2006, il ne fallait pas payer pour regarder cette émission, émission d'une légèreté foudroyante quand même, je précise, où effectivement il s'est passé des choses assez extraordinaires. Tu n'es pas quelqu'un des médias. Tu n'es pas, tu n'es pas un professionnel des médias, tu ne vis pas de ça. Qu'est-ce qui t'a motivé qu'est-ce qui t'a poussé à regarder? Alors, je crois que c'est 300 heures, c'est ça? J'ai regardé 103 émissions pour le premier dossier. C'est ça. Alors, c'est quoi la motivation première? J'étais pas parti pour ça. Je travaille avec 2 chaînes YouTube, une chaîne qui s'appelle donc Le Foilier, comme vous l'avez décrite, qui est plutôt une chaîne entre guillemets de news, où je pars donc de faits divers pour essayer de comprendre comment on peut l'interpréter comme avant tout un fait social, surtout sur la question du sexisme. Et la chaîne des dossiers, c'est plutôt une chaîne sur laquelle je prends le temps de faire beaucoup de recherches bibliographiques et de les partager. Donc j'avais pas du tout prévu de sortir ça sur les dossiers, je pensais que j'allais simplement y réagir, mais en regardant un épisode que j'avais pris au hasard, j'ai vu tellement de choses aberrantes que, en fait, je me suis dit au tout début de ces vacances-là, ces vacances d'hiver, il y a quelque chose à faire. J'ai quelque chose à aller chercher, et c'est pour ça que j'ai multiplié finalement ces visionnages, parce que j'ai senti qu'il y avait un fil à tirer. Et ensuite, plus je regardais d'émissions, et plus je me disais que ce qui était à critiquer, c'était pas tant le comportement d'Arthur que l'émission en elle-même, ce qui était à prendre ou à laisser. À prendre ou à laisser, à mes yeux, c'est la mise en scène du côté honteux de la personne qui va au PMU, qui gagne pas beaucoup d'argent, qui sait qu'il dépense 10 à 15% de son SMIC parce qu'il a besoin d'argent pour sortir, en fait, pour sortir de l'exploitation d'un travail qu'il abîme, etc. Et Apprendre ou à laisser, c'était ça. C'est-à-dire que c'était la première émission à la télévision française où on pouvait gagner autant d'argent, jusqu'à 1 million d'euros quand même, basé exclusivement sur le hasard, comme un jeu à gratter. Et d'ailleurs, il a existé un jeu à gratter, Apprendre ou à laisser. Et au fur et à mesure de mes visionnages, je me suis dit, mais ça, il faut que je le raconte. C'est quand même étonnant que quand les candidats et les candidates se présentent en début d'émission, ce sont toujours des personnes qui sont au chômage ou qui touchent le SMIC. À l'époque, pour rappel, le SMIC était à peine au-dessus de 1 000 euros, ou qui vivent encore chez leurs parents à 26 ans, ou qui déclarent vouloir s'acheter des lits. Ça dit aussi quelque chose que c'était très fréquemment pour les candidates des très jeunes femmes, très minces, qui correspondaient aux stéréotypes sexistes de la beauté, que dans le jeu, il y a un antagoniste, il y a un méchant dans le jeu, qui est le banquier, qui va proposer des propositions financières pour mettre à mal ces candidates. Et finalement, c'est tout ça qui m'a fait me dire il y a quelque chose à raconter qui n'est pas juste Arthur a tripoté des candidates ou faisait des allusions sexuelles. En fait, il y a quelque chose qui relève plus que ce dont j'ai l'habitude de parler sur Le Foilier. Ça relève plus que des simples rapports de domination entre les hommes, des hommes sur les femmes. Ça relève aussi d'une domination de classe, presque, d'une violence de classe. Et donc, voilà, en tirant un petit peu sur ce fil rouge, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à raconter, que j'allais avoir besoin de m'entourer de personnes. Il y a des intervenants sur la vidéo, un philosophe qui parle de la liberté, puisque je me suis demandé est-ce qu'on est vraiment libre d'aller sur ce genre de plateau télé si jamais on touche le SMIC et qu'on nous dit mais il y a un moyen d'obtenir 1 million d'euros? Quelle est réellement la liberté qu'on a d'aller sur le plateau en accentant ça? Est-ce qu'on est libre de s'opposer au comportement d'un animateur? J'avais besoin d'un sociologue aussi, d'une personne qui s'intéressait à la sociologie pour réfléchir à ce qu'était justement la violence de classe. Pour pouvoir porter un point de vue sur cette émission-là, j'avais aussi besoin qu'on rappelle un petit peu aux personnes qui regardaient l'émission ce que ça voulait dire qu'être prolétaire. Prolétaire, c'est pas simplement gagner peu d'argent, c'est aussi avoir une espérance de vie diminuée, c'est aussi vivre pour payer des dettes, etc.
Et toutes ces choses racontent une histoire et est mise en scène dans cette émission et est rappelée. Quand à la fin du jeu, il reste 2 boîtes à ouvrir, une avec une grosse somme, une avec une petite somme, et que vous avez un animateur qui rappelle « Ah, il reste quand même 300 000 euros. Alors le banquier peut vous racheter votre boîte 40 000 euros, mais il reste 300 000 euros. » Et que vous avez une candidate qui touche le SMIC qui refuse 40 000 euros. Et Arthur qui va dire vous avez perdu la notion de l'argent. Mais non, elle n'a pas perdu la notion de l'argent. Les pauvres gèrent mieux leur argent que n'importe qui au monde, au contraire. Oui, simplement, elle a soit la possibilité de remporter 4 000 euros pour rembourser les dettes des travaux, ou peut-être changer de vie et échapper à l'exploitation. Et j'ai trouvé que ça, c'était passionnant à raconter, en fait. Alors juste une question, pardon, à ce stade de la réflexion. Est-ce que, honnêtement, alors je ne sais pas quel âge tu as. 38 ans. D'accord. Est-ce que en 2000, donc tu dis c'est 2004-2006, c'est ça? Est-ce que si tu avais vu, peut-être tu l'as vu, je ne sais pas, cette émission en direct à l'époque, est-ce que tu aurais réagi pareillement qu'aujourd'hui? C'est très intéressant ce que tu dis, parce que du coup je suis obligé de répondre à une question qui n'est pas celle que tu m'as posée, avec Arthur qui avait expliqué dans le Huffington Post que c'était une autre époque. Mais il existe un extrait que je t'enverrai d'ailleurs, où Arthur dit « Ah bah alors comme ça, en passant les mains sur une candidate, pas très loin de sa poitrine d'ailleurs dans cet extrait, alors comme ça, il y a beaucoup de personnes qui écrivent à des magazines pour dire que je tripote un peu trop les candidates. Et ben vous avez raison.